Bonjour, vous êtes sur ERFM, vous écoutez Faits et Documents l'émission de la rédaction de Faits et Documents pour un point sur l'actualité française et internationale, alors que le monde vit désormais à l'heure du coronavirus. Une crise qui exacerbe la guerre sourde qui se déroule au sommet des nations, en particulier en Occident, entre les forces patriotiques et le nouvel ordre mondial, qui joue là son va-tout en essayant de s'instaurer par le chaos. Chaos migratoire hier, chaos sanitaire et économique aujourd'hui. Pour aller à l'essentiel et faire passer une idée centrale, en France, cette lutte prend la forme d'un tiraillement entre deux groupes qui essaient d'emporter la décision de Macron. Alors, le premier groupe, on va l'appeler dépistage massif plus méthode Raoul, et le deuxième groupe, on va l'appeler confinement dans l'attente d'un vaccin. Donc les premiers sont les patriotes qui sont soucieux du bien commun et essaient de sauver les meubles. Donc ils s'inspirent de la méthode mise en place par Didier Raoul. Alors Didier Raoul, on ne le présente plus. Il a été très médiatisé ces temps-ci. Les réseaux sociaux ont joué un rôle absolument central pour le faire connaître. On peut imaginer que sans Internet, il aurait prêché dans le désert. Et aujourd'hui, on voit bien que tout ça déborde et explose de tous les côtés. Alors Didier Raoul, c'est le meilleur infectiologue au monde. Il est classé parmi les 10 meilleurs Français par la revue Nature, tant pour le nombre de ses publications, il a plus de 2000 publications, que pour le nombre de citations par d'autres chercheurs, et en reprenant la publication d'un essai clinique chinois, il a mis en place un protocole qui est l'association d'hydroxychloroquine, donc du Plaquenil, plus azithromycine. Donc c'est un traitement qui coûte 12 €. Alors, que nous dit le docteur Raoul? Il nous dit si le patient, on a identifié qu'il était atteint du coronavirus et diagnostiqué comme atteint du coronavirus assez tôt, on peut le soigner. Ce traitement coûte 12 € et par ailleurs, le virus risque de disparaître avec le printemps. Donc, il n'y a pas de quoi paniquer et en plus, il nous dit, et toutes les statistiques montrent qu'il n'y a pas de surmortalité par rapport aux maladies pulmonaires comparées aux autres années. Donc ça, c'est la première chose. Donc c'est une méthode qui est à la fois rassurante, qui ne provoque pas de panique et qui paraît rationnelle. Par ailleurs, comme le coronavirus se transmet très facilement, il y a une méthode qui est préconisée par l'Organisation mondiale de la santé, donc une méthode pour lutter contre la propagation rapide du coronavirus, qui est le dépistage. C'est un dépistage de masse qui a été pratiqué en Corée, qui a permis de juguler complètement l'épidémie dans ce pays et qui est aujourd'hui mis en œuvre en Allemagne et qui est maintenant appliqué en Suisse. Donc, d'un, il n'y a pas besoin de paniquer. De deux, l'épidémie risque de s'arrêter au printemps. De trois, on sait la soigner et on sait comment juguler une épidémie, donc en lançant un dépistage de masse. Alors, qui pousse pour ces deux solutions combinées? Alors, il y a plusieurs acteurs dans l'entourage proche d'Emmanuel Macron que je tiens à citer et j'encourage les gens sur les réseaux sociaux à les pousser, à les féliciter parce qu'on a vu un premier arrêté paru au journal officiel autoriser l'hydroxychloroquine, un arrêté très ambigu, on y reviendra, le 26 mars dernier. Et dans la communication, dans la presse, on nous a dit que c'était grâce à Brigitte qui avait fait en sorte que Emmanuel Macron appelle le professeur Raoul, lequel l'aurait convaincu. Tout ça est faux, évidemment, c'est de la communication, c'est ce qu'on appelle le storytelling, c'est classique. Non, ceux qui, dans l'entourage d'Emmanuel Macron, poussent pour le dépistage et la méthode Raoul sont d'abord le coordinateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, Pierre de Bousquet de Florian, qui a été directeur de la DST pendant le deuxième mandat de Jacques Chirac et qui, évidemment, avait été évincé et placardisé par Nicolas Sarkozy et qu'Emmanuel Macron avait rappelé dès le début de son quinquennat, ce qui lui avait valu une première campagne de presse assez hostile avec une une de l'Express où on le présentait comme un bisounours, vraiment comme un incapable. Donc, faut bien comprendre, Pierre de Bousquet de Florian, coordinateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, qui pousse pour la méthode Raoul et le dépistage au sommet de l'État. Deuxième acteur, le chef d'état-major des armées, le général François Lecointre. Et donc le général Lecointre et Pierre de Bousquet de Florian ont un relais au sein du gouvernement, en la personne de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, qui, lui aussi, est dans une logique rationnelle. Voilà. J'ajouterai aussi Bernard Arnault,
C'est important parce que Bernard Arnault, il est, sans cesse attaqué par la presse d'extrême gauche, par l'extrême gauche comme étant le symbole de l'horrible capitaliste, ce qui est pas complètement faux, mais c'est pas là la question. Lui, on peut noter que dans cette période de crise, il a ouvert ses colonnes dans Les Échos au professeur Raoul dès le début et une deuxième fois quand, Donald Trump s'est prononcé en faveur du protocole du professeur Raoul. Donc je répète, tous ces gens-là font pression sur Emmanuel Macron au sommet de l'État pour que soit appliquée la méthode dépistage massif plus traitement Didier Raoult. Voilà. Et sans compter sur le terrain les innombrables médecins honnêtes qui, eux, prescrivent cette méthode, ce protocole à leurs patients. Donc on va passer à l'étude du deuxième groupe qu'on va qualifier de groupe mondialiste, pour aller vite, qui, eux, promeuvent le confinement en l'attente d'un vaccin. Ils sont très facilement identifiables. Alors l'argument du confinement, c'est qu'il faut éviter la saturation du système sanitaire. Qu'est-ce qui provoque la saturation de ce système sanitaire? C'est le coronavirus ou son démantèlement préalable, le démantèlement du système sanitaire. Je rappelle que pendant qu'on supprimait 8 milliards de crédits au budget de la santé, qu'on fermait 100 000 lits, 95 services d'urgence, la moitié des maternités, l'État engloutit des milliards dans des programmes aberrants. Donc on peut citer l'exemple le plus criant, c'est la construction de 8000 éoliennes, un gadget qui détruit les paysages, en plus qui nuit aux oiseaux migrateurs, qui engrange des problèmes de santé pour les gens qui habitent autour. Et donc ce gadget qui était censé remplacer le nucléaire, je vais vous dire le chiffre, a coûté 120 milliards. 120 milliards d'euros, soit 4 fois l'évaluation du coût de la remise à niveau du système de santé. Donc là, vous mettez en relation un 30 milliards pour remettre à niveau le système de santé, 120 milliards dépensés dans les éoliennes. Alors après, on nous vend qu'il faut encore solliciter une fois de plus l'armée en lançant une opération Cyrulnik pour construire 30 lits sous une tente. Donc là, encore une fois, la comparaison est très dure puisque la Chine a construit un hôpital de 1000 lits en 10 jours. Là, on met 30 lits sous une tente et on lance une opération Cyrulnik. Les Allemands, tout simplement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réquisitionné les lycées et les gymnases qui sont vides. Voilà, tout simplement. Alors, vous voyez, il y a quand même un vrai argument fallacieux derrière cette volonté d'éviter la saturation du système sanitaire. Et on peut ajouter aussi que jamais dans l'histoire, on a eu recours au confinement d'une population saine pour lutter contre une maladie. En plus, le confinement est vraiment problématique, puisqu'au-delà de la faillite économique qu'il engendre, on peut signaler seulement que tous les spécialistes disent qu'une fois que le confinement est levé, alors comme les gens n'ont pas développé leur système immunitaire contre la maladie, se déclenche alors une deuxième vague de l'épidémie. Donc ça ne résout en rien le problème de l'épidémie. Donc il n'y a aucune raison pour décréter ce confinement. Or on voit que des gens pousse à ce confinement. Alors qui pousse à ce confinement? Et Macron se défausse sur eux pour l'instant, donc c'est ce fameux conseil scientifique qui n'a, je dois dire, aucune base légale. Hein. Alors ce conseil scientifique dit qu'il faut confiner en attendant les résultats d'essais cliniques européens menés par l'INSERM et d'essais cliniques internationaux menés par l'OMS, donc des essais qui doivent durer des mois et en attendant la fin de ces essais, on est tous confinés. Alors déjà, ce conseil scientifique, donc je le redis, qui n'a aucune base ni légale ni juridique, très important, et il n'est pas vraiment scientifique en plus, puisqu'on retrouve des sociologues du type Daniel Benamouzig ou encore des anthropologues comme Laetitia Atlani. Alors Laetitia Atlani, elle est directrice scientifique de la Fondation Maison des Sciences de l'Homme. Alors là, on se dit, oh là là, directrice scientifique de la Fondation Maison des Sciences de l'Homme. En fait, ça veut dire que c'est juste l'assistante de Michel Viviorca qui est à la tête de cet énorme fromage avec des tas de problèmes. Enfin, c'est géré n'importe comment. Vous retrouvez tout ça dans Faits et Documents. Surtout, dans la composition du conseil scientifique, on remarque que très peu sont spécialisés en pneumologie, très peu de pneumologues. Et la plupart sont des spécialistes du sida. On y reviendra tout à l'heure. Il y a un deuxième comité scientifique qui s'est mis en place. Celui-là s'appelle le comité d'analyse, recherche et expertise. Donc c'est un acronyme de CARE. On a eu les clusters, maintenant on a CARE. Donc le comité d'analyse, recherche et expertise est présidé par Françoise Barré-Sinoussi.
Françoise Barré-Sinoussi qui a succédé à Pierre Berger à la tête du SIDAction. Donc on voit bien que le modèle, c'est la recherche d'un vaccin et le modèle de ce vaccin, c'est le vaccin contre le VIH. Vaccin contre le VIH qui n'a pour l'instant encore jamais abouti. Et je signale que ce modèle a donné lieu à des détournements de fonds énormes. Sur le SIDAction, c'est documenté dans un rapport de la Cour des comptes qui est déjà paru il y a une vingtaine d'années. Par exemple aussi, on peut citer le Fonds mondial de la lutte contre le sida, dont le président avait démissionné en 2012, après avoir été mis en cause dans une enquête de détournement de subventions, une enquête où était d'ailleurs citée Carla Bruni-Sarkozy, il me semble, qui était ambassadrice bénévole de ce Fonds mondial de la lutte contre le sida. Alors sur le sida, ça pourrait se justifier par la fameuse étude indienne, cette étude indienne qui a beaucoup circulé, qui explique que le virus a été créé par l'homme et que ce virus serait une combinaison de VIH et de coronavirus. Alors cela dit, cette étude indienne, elle a été décrite comme une fake news par les médias occidentaux. Donc, est-ce qu'on composerait un conseil scientifique à partir d'une fake news? Alors ça, c'est étrange. Notons aussi que l'azithromycine, donc qui fait partie du protocole du docteur Raoul, est un médicament qui est administré traditionnellement aux malades atteints du sida. Donc là, il y a encore des questions qui restent en suspens. Ce tropisme autour de la recherche sur le VIH et le sida transpire, si vous voulez, dans l'arrêté paru au journal officiel le 26 mars, donc le fameux arrêté qui autorise la prescription d'hydroxychloroquine. Alors c'est très très ambigu encore une fois cet arrêté puisqu'il associe l'hydroxychloroquine à deux anti-VIH que sont le lopinavir et le ritonavir. Alors je précise, le lopinavir c'est 185 € la boîte et le ritonavir c'est 47 € la boîte. Donc on est très très loin des 12 € du protocole du professeur Raoul. Et en plus, il y a quelque chose qui est vraiment très étonnant puisque cette association ritonavir-lopinavir a jusque-là donné des résultats très décevants. 2 jours avant la publication de l'arrêté, le quotidien du médecin écrit « Un premier essai décevant pour le lopinavir-ritonavir ». Et alors là, je cite, « L'association de lopinavir et de ritonavir est l'une des pistes retenues dans l'urgence pour lutter contre l'infection Covid-19. Alors que plusieurs essais sont en train de se monter dans le monde, notamment en Australie et en France dans le cadre de Reacting, le premier essai randomisé chinois baptisé Lotus China et publié dans The New England Journal of Medicine fait l'objet d'une douche froide. Chez 199 cas confirmés de l'infection avec atteinte respiratoire, l'équipe du docteur Cao dans la ville de Wuhan conclut à l'absence de bénéfices sur le temps d'amélioration clinique entre les groupes traités et le groupe témoin. Absence de bénéfices, douche froide, essais cliniques décevants. Alors pourquoi est-ce qu'on retrouve cette association dont on sait qu'elle est décevante dans l'arrêté paru au JO alors que les résultats disent déjà que cette association est décevante? Alors là, on a une piste. Il faut savoir que cette association est commercialisée sous le nom de Viteka par le laboratoire Gilead. Donc ce laboratoire, on retrouve à son conseil d'administration le professeur Yazdan Pana, qui est infectiologue à l'hôpital Bichat à Paris et qui est membre du fameux conseil scientifique. Alors ce Yazdan Pana met par ailleurs en place un traitement qui s'appelle le Remdesivir, donc qui n'est pas encore commercialisé et qui doit être associé au Kaletra. Donc là, on est sur une fourchette entre 110 et 400 € la boîte. Donc on monte encore dans les prix. Et là encore, le Remdesivir est produit par les laboratoires Gilead, dont est membre ce Yazdan Pana, et le Kaletra par les laboratoires AbbVie, dont est également administrateur Yazdan Pana. Donc là, on voit toute l'ambiguïté et toute la consanguinité entre le Big Pharma, les laboratoires pharmaceutiques et le fameux conseil scientifique qui est en fait trusté par le Big Pharma. Alors sur Gilead Science, ce qui est important de noter, c'est que j'ai regardé un peu la liste des actionnaires et on trouve parmi les actionnaires BlackRock, mais aussi deux gros fonds de pension américains, le Capital Group et The Vanguard Group. Et ces deux actionnaires de Gilead Science sont aussi actionnaires de Altis, qui est la maison mère de BFM TV. Alors, je ne sais pas si ça explique le dénigrement systématique de Raoul sur cette chaîne.
dénigrement complètement incompréhensible. Si ce lien d'affaires, hein, si ces liens capitalistiques expliquent qu'on muselle, ou en tout cas cette tentative, puisqu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux c'est plus possible, mais cette tentative de museler ce spécialiste à la renommée mondiale. Il y a un personnage auquel il faut s'intéresser, évidemment, c'est celui qui a constitué ce fameux conseil scientifique dont je vous ai dit qu'il n'était pas scientifique, hein, puisque c'est des sociologues qui en plus étaient à la fois jugés partis, si on veut. Donc c'est Jérôme Salomon, le directeur général de la santé. Alors les gens ont découvert Jérôme Salomon, puisque c'est lui qui a classé avec Agnès Buzyn l'hydroxychloroquine parmi les substances vénéneuses le 13 janvier, soi-disant 2 jours après qu'Agnès Buzyn ait prévenu Macron de l'ampleur de la crise. Donc là, on sait soigner une maladie, mais 2 jours avant, donc on prévient le président de la République, et 2 jours après, on classe parmi les substances vénéneuses le remède à cette maladie. Donc là, on est dans quelque chose de très bizarre et de complètement dysfonctionnel. Alors, qui est ce Jérôme Salomon ? Alors, j'ai récupéré son portrait qui a été publié en 2018 dans Décision et Stratégie Santé, qui a été publié donc par ce journal quand il a été nommé directeur général de la santé, c'est-à-dire numéro 2 du ministère de la Santé. Dans ce portrait, il est présenté comme, je cite, « un membre de la Dream Team Kouchner ». Alors là, j'ai réfléchi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la Dream Team Kouchner ? C'est-à-dire qu'il est issu des équipes de Bernard Kouchner. Donc, c'est la même équipe que Martin Hirsch, hein, qui était passé du PS à Nicolas Sarkozy et qu'aujourd'hui directeur général de l'assistance publique hôpitaux de Paris. Donc, on a le même canal. Alors, je me suis interrogé quand même sur l'expression Dream Team Kouchner. Donc là, je me suis... parce que je savais pas qu'il y avait une Dream Team Kouchner. Et en regardant qui était propriétaire de Décision et Stratégie Santé, je me suis aperçu que c'était en fait Gérard Kouchner, donc le frère de Bernard Kouchner. Donc c'est sans doute cela qui explique l'expression Dream Team Kouchner. Alors, Décision et Stratégie Santé décrit de la façon suivante Jérôme Salomon. Je cite, « Les patrons d'administration centrale sont le plus souvent sans histoire. Ce n'est pas exactement le cas pour Jérôme Salomon, âgé de 48 ans, à la tête de la Direction générale de la santé. Enfin, il doit se construire son fil généalogique avec le tissu décousu d'une mémoire personnelle secouée par le drame de la Shoah et de l'affaire Dreyfus. J'ai pu ainsi entendre comment le 4 juin 1908, lors du transfert des cendres de Zola au Panthéon, on a tiré sur le capitaine Dreyfus. Le plus terrible, c'est que le tireur, lors de son procès, a été acquitté. Cette mémoire familiale est aussi habitée par le souvenir de grands savants. Le docteur Pierre-Paul Lévy est l'un des découvreurs du vaccin contre la diphtérie. » Alors là, ça mérite quand même quelques commentaires parce que, comme disent les talmudistes, il y a du pshat et il y a du sod là-dedans. Hein. Il y a un sens secret. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai pu entendre comment le 4 juin 1908... lors du transfert des cendres de Zola au Panthéon, on a tiré sur le capitaine Dreyfus. Alors je rappelle que Jérôme Salomon est né le 26 avril 1969. Donc en fait, ça veut dire qu'il se vit en contemporain du capitaine Dreyfus, lequel en fait est son arrière-arrière-grand-père. Et donc il dit, le plus terrible, c'est que le tireur lors de son procès a été acquitté. Donc là, ça veut dire qu'on est dans un besoin de réparation de cet aïeul dont il se sent le contemporain. Et acquitté par qui ? Par la justice française. Donc c'est quelqu'un qui est dans un ressentiment par rapport à la France. Et bon, là, il y a un vrai problème. Est-ce qu'on peut confier notre santé à quelqu'un qui a à ce point-là un compte à régler avec la France? Moi, je pose la question. Donc, Jérôme Salomon, vrai problème. La France est entre les mains, la santé des Français est entre les mains d'un individu qui a des comptes à régler avec la France. Alors après Jérôme Salomon, le deuxième pilier de ce binôme infernal qui a classé l'hydroxychloroquine parmi les substances vénéneuses, donc le 13 janvier, hein, là on peut presque parler d'actes criminels. Donc la deuxième du binôme, c'est Agnès Buzyn, je vais pas m'attarder dessus. On a déjà fait son portrait dans Faits et Documents lors de sa nomination au début du quinquennat d'Emmanuel Macron, parce qu'on avait tout de suite identifié qu'elle allait poser problème. Hein, aujourd'hui, même Charlie Hebdo parle de l'obscénité d'Agnès Buzyn, que Charlie Hebdo qualifie de dégoulinante. Enfin bref,
C'est bon, Agnès Buzyn rapidement, hein, c'est une hématologue. Elle a un CV long comme le bras. Elle a été responsable de l'unité de soins intensifs d'hématologie adulte et de greffe de moelle à l'hôpital Necker à Paris. Elle a présidé le conseil d'administration de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire de 2008 à 2012, et puis de l'Institut national du cancer de 2011 à 2016. Entre 2016 et 2017, elle a présidé le collège de la Haute Autorité de Santé, chargée d'évaluer les médicaments remboursés par la sécurité sociale. Et puis ensuite, elle a été ministre de la Santé. Donc tout le monde sait dans le milieu médical qu'elle doit son ascension à son statut d'ex-belle-fille de Simone Veil, qui nous est rappelé dans tous les portraits, quoi. Aujourd'hui, ex-belle-fille de Simone Veil, c'est vraiment un passe-droit qui ouvre toutes les portes. Alors, je signale, on est dans la gauche caviar parisienne, évidemment. Elle a marié son fils Lucas Veil à la fille de Daniel Auteuil et d'Emmanuel Béard. Donc là, on retrouve les mandarins avec le showbiz, quoi. C'est vraiment le petit monde parisien. Alors, accessoirement, c'est la fille d'Élie Buzyn, hein, ancien déporté sans tatouage, orthopédiste, hein, qui est actuellement président d'honneur de l'Association des médecins israélites de France, et qui, entre parenthèses, Élie Buzyn intervenait avec l'inévitable Michel Simès aux Amis du CRIF le 20 janvier dernier. Alors évidemment, Agnès Buzyn est liée au Big Pharma. Elle a été membre des conseils d'administration est membre des conseils d'administration des laboratoires pharmaceutiques Novartis et Bristol Myers Squibb, et elle est liée notoirement au NIL, qui est un cabinet de lobbying de l'industrie pharmaceutique. Alors le troisième personnage qui est apparu aussi, c'est Yves Lévy. Alors là, Yves Lévy qui a mené une guerre toute sa carrière au professeur Raoul. Hein, il lui a savonné la planche pendant des années. On est vraiment dans du délit de sale gueule. Donc Yves Lévy, pareil, carrière, directeur scientifique du programme vaccinal de l'Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites virales. Entre 2006 et 2012, hein, on retrouve encore ce tropisme autour du VIH. Et il a évidemment appartenu à des cabinets socialistes. Il a été conseiller santé au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche au début du quinquennat de François Hollande. Et puis ensuite, il a été nommé, promu à la présidence de l'INSERM. Alors, ce qui est amusant dans l'interview d'Agnès Buzyn au Monde, cet entretien complètement désastreux avec l'inénarrable Ariane Chemin, hein, Le Monde, qui s'est encore déshonoré, mais qui s'est déjà déshonoré en qualifiant, comme le ministère de la Santé, les conclusions de Didier Raoult de fake news. Le Monde qui s'était déjà déshonoré dans son traitement de l'affaire Epstein, parce qu'évidemment, un des actionnaires est Madison Cox, hein, qui est la veuve de Pierre Berger et qui figure dans le livre noir d'Epstein à la rubrique concernant l'île de la pédophilie. Donc on est très 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 haut. Hein. Donc Le Monde c'est encore déshonoré en publiant cet entretien entre Ariane Chemin et Agnès Buzyn, où elle a quand même, sans les nommer, sur la non prise en compte du risque sanitaire, elle a nommé un axe qui s'appelle l'axe Édouard Philippe Colère. Alors elle les a pas nommés, mais tout le monde a compris ça, hein, dans le petit milieu des gens qui suivent la politique. Alors là, on arrive sur la partie plus politique de ce groupe, donc mondialiste, confinement plus attente d'un vaccin. Alors bon, évidemment, Édouard Philippe, c'est lui qui a annoncé la prolongation du confinement. Il faut bien voir que Macron ne l'a pas annoncé lui-même. Mais Édouard Philippe a dit que c'était sur demande de Macron. Ça rappelle un peu Donald Trump qui a tué le général iranien et le communiqué du Pentagone qui disait sur demande de Donald Trump. Donc là, on a un peu le même fonctionnement. Alors Édouard Philippe, bon, c'est le parfait technocrate du Conseil d'État. C'était le bras droit de Juppé. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est ces types de gauche, en fait, parce qu'en fait, il a commencé à gauche, hein, je rappelle, il a révisé l'ENA dans le bureau de Mélenchon, parce que c'est le meilleur ami de Jérôme Gage, qui est l'enfant maudit de Mélenchon et qui l'a trahi en 2008 en restant au PS. Donc c'est vraiment un type de gauche, Édouard Philippe, mais c'est ces types de gauche qui sont encartés à droite pour se faire élire. Alors pourquoi ils s'encartent à droite pour se faire élire? Parce que les gens sont de droite. Qu'est-ce que veulent les gens? Ils veulent vivre de leur travail tranquillement, chez eux, sans que l'État les raquette pour entretenir les soi-disant
soi-disant mineurs isolés étrangers. Alors là, je rappelle le rôle d'Édouard Philippe, hein, puisque Emmanuel Macron avait annoncé qu'il voulait lutter contre l'immigration, et c'est encore une fois, c'est Édouard Philippe qui avait annoncé à l'automne dernier l'objectif d'ici 2027 du doublement du nombre d'étudiants étrangers, alors qu'on sait très bien que c'est une filière de l'immigration. C'est encore lui qui avait annoncé « Nous ne toucherons pas à la question du regroupement familial ». Et on lui doit aussi l'arrêté paru au Journal officiel qui annonçait un financement exceptionnel annuel de 33,68 millions d'euros pour l'accueil encore des mineurs isolés et étrangers, dont on sait que c'est des hommes originaires d'Afrique subsaharienne à 95% et qui sont la plupart d'entre eux majeurs selon l'Assemblée des départements de France. Je rappelle, là encore, par rapport à l'hôpital public, que l'accueil des mineurs isolés étrangers coûte 2 milliards d'euros par an. Donc ça, c'est encore une fois, on dit on n'a pas d'argent, ça dépend où l'argent on le met. Bon, alors pour finir sur Édouard Philippe, il est évidemment franc-maçon, donc louveteau, fils de dignitaire maçonnique, et il a été maire du Havre. Ce qui est très intéressant parce que bon, au-delà du fait que ce soit économiquement stratégique, c'est intéressant aussi au niveau de ce qu'on appelle l'état profond, puisqu'on sait que le Havre est une plaque tournante du trafic de drogue et une des principales portes d'entrée de la cocaïne en France. Donc est-ce que Édouard Philippe a des informations sur ce sujet-là? C'est une question qui mérite d'être posée et qui mérite en tout cas d'être soulevée. Alors, parenthèse sur d'autres sujets, les manifestations, les réactions de la police, c'est encore à Édouard Philippe qu'on doit la nomination de Didier Lallement à la préfecture de police de Paris, à la PP. La PP, faut comprendre, c'est un État dans l'État, c'est très très important. Didier Lallement a plus de pouvoir que ce pauvre Christophe Castaner, évidemment. Et Didier Lallement, tout le monde sait que c'est un type qui est complètement dans la stratégie de l'attention, c'est un petit chef haineux, un franc-maçon des réseaux Bauer, que Manuel Valls avait déjà voulu placer à la préfecture de police de Paris. Et il faut savoir que quand Valls avait voulu le mettre à la tête de la PP, Hollande s'y était opposé. Hollande qui s'est quand même jamais opposé à rien. C'est dire le niveau de Macron, quoi. Macron est même pas capable de s'opposer à des choses auxquelles Hollande avait quand même réussi à s'opposer. Alors cela dit, j'ai pas envie de m'acharner sur Emmanuel Macron. Macron, tout le monde a compris, c'est cette personnalité fuyante, c'est un histrion, c'est vraiment un histrion. Il faut voir la conférence avec Poutine à Brégançon cet été. En plus, c'est un procrastinateur, c'est-à-dire c'est le syndrome de Gaston Lagaffe, c'est-à-dire qu'il est incapable de prendre une décision et il remet toujours au lendemain ce qu'il pourrait faire aujourd'hui, d'où le blocage absolu de l'agenda politique en France. Il n'y a pas seulement les gilets jaunes, les grèves et ainsi de suite. Il y a aussi le fait que Macron est un procrastinateur qui est incapable de prendre une décision rapidement et qui remet toujours au lendemain. On va pas passer des heures sur Macron, mais Macron, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il est intégralement tenu. On a déjà souligné dans Faits et Documents cette affaire de palais au Maroc avec son couple d'amis Olfa Terrasse et Guillaume Rambourg, affaire qui a été confirmée en partie par la lettre d'information confidentielle qui s'appelle le Maghreb confidentiel depuis qu'on l'a sorti. C'est ajouté à ça depuis le chantage dont il fait l'objet par Alexandre Joury qui a parlé de 13 millions de financement pour sa campagne. Et en vérité, c'est certainement beaucoup plus. Il y a aussi l'affaire Alstom General Electric qui revient de temps en temps dans l'actualité. Et puis, il y a évidemment une question dont on peut parler là, tant qu'on a un peu la parole, c'est la question qui est relative à son enfance. C'est quand même le premier président dont on nous présente aucune photo en culotte courte. On a toujours la fameuse photo du tricycle avec la culotte courte et les parents. Emmanuel Macron, non. Son récit, sa biographie officielle commence avec sa rencontre avec Brigitte. Quand il est au lycée, elle a 24 ans de plus que lui et c'est forcément le coup de foudre pour cet enfant génial. Ensuite, ils seront découverts, leur relation sera découverte par la famille de Brigitte alors qu'ils sont au bord de la piscine. Enfin là, on est carrément dans Loana et Jean Pascal. Donc c'est vraiment un roman à l'eau de rose qu'on nous raconte et qu'on peut même pas servir dans les salons de coiffure, quoi. C'est absurde. Alors surtout, ce qui est très étrange dans ce récit, c'est que Brigitte Macron était mariée
avec un certain André-Louis Auzière. Et elle avait 3 enfants qui sont de la même génération que Macron, dont une des filles d'ailleurs était en classe avec Macron. C'est la fille du milieu, elle est née en 77 comme Macron, un autre est né en 75, il me semble que c'est le frère, et une autre sœur en 84. Or, les 3 enfants ont pris le parti de leur mère et d'Emmanuel Macron contre leur père. Donc là, il y a quand même quelque chose de fortement improbable et bizarre, d'autant plus que le père, donc André-Louis Auzière, beaucoup de journalistes dans Paris ont essayé de le retrouver, l'ont cherché, ont essayé de retracer son parcours, et personne n'a jamais retrouvé André-Louis Auzière. C'est un véritable fantôme. Et autre question qu'on peut se poser, et là j'invite les auditeurs à faire le test. Vous regardez sur Paris Match les photos de l'investiture d'Emmanuel Macron. Paris Match a publié 2 photos. Une photo de Macron avec sa famille et une photo de Macron avec les trogneux. Regardez la photo de Macron avec sa famille, on a l'impression qu'il est au milieu d'une foule d'étrangers. D'ailleurs, personne ne ressemble à personne. Alors moi, je veux bien qu'on puisse ne pas ressembler à son père, hein. C'est à peu près un enfant sur 3, il me semble. Mais ne pas ressembler du tout à sa mère, c'est quelque chose qui relève du miracle, quoi. Et quand on regarde Macron avec les trogneux, c'est très très surprenant, quoi. C'est un schtroumpf parmi les schtroumpfs, quoi. Donc je vous dis, il y a une vraie opacité autour des 15 premières années de la vie de Macron. Il y a des personnages fantômes, c'est un récit qui a été réécrit. C'est comparable un peu à Mulholland Drive, si vous voulez. On vous raconte une histoire qui n'est pas fausse, mais où les personnages ne sont pas forcément à leur place, où le rôle de certains est exagéré, des personnages disparaissent, etc. Alors là, croyez pas que je suis délirant, hein, c'est un classique, la modification des biographies de chefs d'État, notamment sur leur enfance. Bon, le cas le plus récent et le plus connu, évidemment, c'est Obama. Mais pour parler de Chirac, disparu récemment, on sait qu'en fait, il avait été élevé par Marcel Dassault. Et donc ça, on l'a appris ensuite. Et puis, après, un livre est paru qui s'appelait Les Vertes Années. On apprenait que la mère de Chirac, qu'il avait eu à 40 ans, avait en fait subi une ablation des trompes de Fallope. Et donc, elle n'avait pas pu l'avoir. Et donc, en fait, Chirac était un enfant adopté. Et ensuite, la presse espagnole expliquait comment il avait été adopté auprès de réfugiés espagnols. Donc le parcours de Chirac est comme ça, nimbé de mystère. Donc Les Vertes Années, vous pouvez lire ça, le livre est disponible. Et il y a aussi évidemment la presse anglaise et la presse néerlandaise se sont pas privés de faire le même travail sur Vladimir Poutine, dont on suspecte qu'il était en fait un enfant adopté à Gori. Donc il aurait été adopté par une famille de Saint-Pétersbourg, et là encore l'enfance aurait été complètement remaniée, parce que c'est vrai qu'il y a un vrai mystère sur les 8 premières années de la vie de Poutine. La vie de Poutine commence avec sa scolarisation à Saint-Pétersbourg en 1960, et on n'a rien entre 1952 et 1960. Donc là, c'est pareil, je vous invite à regarder ce documentaire qui a été traduit en français pour la télé suisse, il me semble, qui s'appelle la maman de Poutine. Enfin bon, on s'écarte du sujet, mais en tout cas, c'est des choses que vous pouvez consulter et qui permettent un peu d'ouvrir l'esprit. Et là, ça permet aussi de lancer un appel si jamais des gens, principalement au Touquet ou à Amiens, ont des informations qui pourraient nous être utiles sur les trogneux ou sur André-Louis Auzière, et n'hésitez pas à nous les faire parvenir.
Emmanuel Macron n'est pas le sujet. Et quand vous regardez bien les propos dans Le Monde d'Agnès Buzyn, elle désigne bien un axe Édouard Philippe Colère, donc un axe décisionnaire. Alors, qui est Alexis Colère? Et lui, il complétera, si vous voulez, notre étude, si vous voulez, de ce groupe que j'ai qualifié de pro-confinement, pro-vaccin, bien qu'officiellement, il se prononce en faveur de Bruno Le Maire. Mais vous allez voir, Alexis Colère, il est franc comme un derrière de mule et il joue toujours double jeu. Alors c'est un personnage très intéressant parce que d'abord, il est méconnu, complètement méconnu. Vous faites un radio-trottoir, je pense que personne ne connaît Alexis Colère. Et surtout, Emmanuel Macron lui a délégué son pouvoir. Ça, c'est très important à comprendre, hein. En septembre 2018, Emmanuel Macron a donné délégation à Alexis Colère de signer au nom du président de la République tout acte autre que les décrets. Donc il faut bien comprendre que toutes les décisions qui sont prises viennent d'Alexis Colère et que c'est lui qui a la haute main sur les nominations et que Emmanuel Macron ne gère rien. Déjà en septembre dernier, les Échos expliquaient que Macron consacrait 90% de sa communication à Alexis Colère, lequel, en plus, a la délégation de signer au nom du président de la République tout acte autre que les décrets. Donc ça, c'est une information très importante à comprendre. Et on comprend mieux les propos de Vladimir Poutine quand, au dernier Valdaï, suite aux propos d'Emmanuel Macron sur l'état profond, Pascal Boniface demande à Vladimir Poutine « Mais que pensez-vous de ces propos ?» Poutine lui répond « Mais il suffit de changer les têtes. » Et là, on voit qu'il y a un vrai problème avec Alexis Colère. Alors, donc, qui est Alexis Colère? Ce petit bonhomme que personne ne connaît. Alors, vous le remarquerez sur les photos du Conseil des ministres. Hein, il est systématiquement assis à côté de Macron. Il suit Macron comme son ombre. Il ressemble à Frédéric Aziza. Il symbolise à lui seul l'état profond. Alors, c'est un type qui vient de la gauche modérée. Il a été rocardien pendant ses études. Ensuite, il est rentré à l'ENA. Et là, c'est important parce qu'à l'ENA, Édouard Philippe est son tuteur. Donc, l'axe Philippe Colère est créé dès leurs études. Alors, il sort pas dans la botte. Hein, il est administrateur civil. Bon, ça, pour vous, c'est pas important, mais il faut comprendre que pour ces gens-là, le classement de sortie de l'ENA, hein, si vous êtes inspecteur général des finances, membre du Conseil d'État ou de la Cour des comptes, pour eux, ça détermine à peu près toute l'humanité, quoi. C'est vraiment central, c'est l'alpha et l'oméga. Lui, il est qu'administrateur civil, mais il rejoint quand même le Trésor à sa sortie de l'ENA, la direction du Bureau endettement international, donc bureau qui comprend le secrétariat du Club de Paris, donc est chargé de la négociation de la dette des pays du tiers-monde. Ensuite, il part à Washington, il est détaché au FMI, puis à la Banque internationale pour la reconstruction et le développement et à la Société financière internationale, donc qui sont deux filiales de la Banque mondiale. Donc là, il acquiert une stature et des réseaux internationaux. De retour en France, il rejoint l'Agence des participations de l'État, puis il est sollicité d'abord par Christine Lagarde, actuelle présidente du FMI, qui est à l'époque ministre de l'économie et des finances, pour la rejoindre à Bercy, et ensuite il est sollicité par François Fillon à Matignon. D'ailleurs, Emmanuel Macron aussi à cette époque-là avait été sollicité par les cabinets de droite, et il refuse, et finalement il participe à la campagne de François Hollande où il rédige la note de préfiguration de la future banque publique d'investissement. Et après l'élection d'Hollande, on le retrouve au cabinet de Pierre Moscovici comme directeur adjoint. Et quand Moscovici quitte Bercy pour la Commission européenne, Alexis Colère est placardisé par Arnaud Montebourg qui bloque sa candidature à l'Agence des participations de l'État. Et Alexis Colère ne sera repêché que par Macron, qui là, cette fois-ci, en fait son directeur de cabinet à Bercy à partir de 2014, avant d'en faire le directeur officieux de sa campagne. Alors on verra pourquoi directeur officieux. Alors pourquoi Alexis Colère symbolise l'état profond? D'abord, il est franc-maçon. En tout cas, sa signature l'indique, hein, sa fameuse signature à 3 points, alors que dans son nom, vous pouvez écrire Alexis Colère sur un bout de papier, rien ne justifie qu'il y ait 3 points sur une signature. Familialement, c'est très intéressant aussi parce que son père est alsacien, hein, la famille Colère a une importante brasserie au centre-ville de Strasbourg, hein, de mémoire, et son père est militant du fédéralisme européen, il est membre du mouvement européen et a été contrôleur financier au Conseil de l'Europe. Donc là, il y a un très fort tropisme fédéraliste européen, donc européiste, chez Alexis Colère. Par sa mère,
il est issu d'une famille de Sabra, c'est-à-dire c'est les Juifs nés en Palestine. Donc là, il y a un tropisme très pro-israélien. Donc là, vous additionnez les tropismes et vous avez à peu près toutes les obsessions de la caste française. Alors, ce qui est important, c'est que donc cette mère est apparentée à la famille Aponté. La famille Aponté contrôle MSC, donc c'est le deuxième groupe mondial de transport maritime. C'est 26 milliards d'euros de chiffre d'affaires, donc ils sont richissimes. Et Colère a rejoint ce groupe en cachette pendant la campagne présidentielle. Pourquoi en cachette? Parce que dans ses fonctions successives, il a eu traité de commandes publiques avec MSC, notamment en tant que représentant de l'État actionnaire au chantier de l'Atlantique, mais aussi à Bercy pour une commande de 2 paquebots d'1,5 milliard d'euros à STX, donc au chantier de l'Atlantique, commande où MSC avait obtenu un accord de compétitivité, c'est-à-dire un accord au détriment des salariés. Donc c'est un véritable conflit d'intérêts. Alors je dois dire qu'on avait révélé dans Faits et Documents dès le mois d'octobre 2017 et qui avait été repris 6 mois plus tard par Mediapart. Et d'ailleurs, l'affaire a été classée sans suite à la fin du mois d'août dernier. Mais on voit encore Alexis Colère réapparaître cette fois dans l'affaire Technip, puisqu'il a été à la manœuvre dans ce désastre industriel. Il s'agissait de former l'Airbus du parapétrolier, ça a été vendu comme ça. C'est une fusion avec les Américains, où évidemment les Américains nous ont escroqués, puisque c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Mais bon, on le sait, donc si on le sait, on le fait plus. C'est comme pour Alstom General Electric, on le sait que les Américains fonctionnent comme ça. Déjà Mitterrand nous avait expliqué, les Américains sont en guerre contre nous. Enfin, tout le monde devrait le savoir. Non, eux, ils ne le savent pas. Et donc, à moins qu'ils soient corrompus. Et évidemment, dans cette affaire, les pertes se chiffrent en milliards et en milliards d'euros. Alors, Alexis Colère, sur son action en tant que secrétaire général de l'Élysée, c'est une action qui va parfois à l'encontre d'Emmanuel Macron. Par exemple, c'est lui qui fait le forcing pour recycler Pierre Moscovici, que Macron déteste. Macron déteste Pierre Moscovici. Et Alexis Colère, en douce et par voie de presse, a fait le forcing pour recycler Pierre Moscovici à la tête de la Cour des comptes. C'est encore à Alexis Colère qu'on doit la reconduction de Rémi Schwartz à la présidence du conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Alors, pourquoi ça c'est important? Parce que c'est au moment où Emmanuel Macron amorçait un virage en matière d'immigration. L'immigration, personne n'est pour. Si vous faites un sondage, 70% des gens depuis 30 ans sont pour une régulation et un arrêt de l'immigration. Or, on continue d'en recevoir. Donc il y a une vraie différence entre la volonté populaire et la volonté technocratique. Et là, on voit que Rémi Schwartz est renouvelé. Alors, qui est Rémi Schwartz? Donc déjà, il succède à l'Office français de l'immigration et de l'intégration en 2013 et il succède à Arnaud Klarsfeld. Donc c'est un hiérarque du Conseil d'État, ce Rémi Schwartz, et il est considéré comme le monsieur immigration au sein de la haute fonction publique. Il a été à l'origine, avec Patrick Weil, de l'élargissement du droit du sol en 97. C'est aussi le préfigurateur de la Cité de l'immigration, donc selon la lettre de mission, de mettre en valeur le rôle de l'immigration dans le développement économique et social et culturel de la France. Donc ça, c'est 2001. Et il a encore été rapporteur de la commission Stasi. Donc là, quand je citais Staline en disant chaque problème a un nom et un prénom, vous voyez, sur la politique d'immigration décidée par la technostructure française, retenez bien ce nom, Rémi Schwartz, qui est par ailleurs et accessoirement le président fondateur de la communauté juive libérale d'Île-de-France et le vice-président et trésorier de l'Assemblée du judaïsme libéral. Donc c'est lui le responsable de notre politique d'immigration qui plombe les comptes sociaux, sape l'unité nationale. C'est devenu complètement ingérable pour les autorités. Là, on voit que le confinement, on n'essaye même pas de le faire respecter dans le 93, dont on n'est même plus capable d'évaluer la population. C'est complètement au doigt mouillé. On nous parle de 150 000 personnes en situation irrégulière dans certains chiffres. D'autres chiffres donnent 400 000. Un rapport parlementaire publié en mai dernier nous expliquait qu'on ne savait même plus évaluer la population du 93. Donc c'est des zones d'établissement, de zones de non-droit sur notre sol. Donc après, on appelle ça les territoires perdus de la République, on peut appeler ça comme ça, mais il y a des responsables. Alors, pour revenir au coronavirus, on a observé des choses bizarres comme la pénurie de masques, qu'on a tenté de maquiller en expliquant que les masques n'étaient pas nécessaires, et puis on a vu aussi cette histoire bien étrange de vol des stocks d'hydroxychloroquine.
Alors là, on a un médicament qui soigne le coronavirus, qui est classé comme substance vénéneuse et dont on se rend compte que les stocks ont été intégralement volés. Alors là, on a quelques pistes. Par exemple, dans le Figaro du 20 mars, Thierry Oberlé signe un article qui s'appelle Covid-19, les discrètes opérations des services secrets israéliens. Alors, on lit, ouvrez les guillemets, les services secrets israéliens ont lancé une opération clandestine. La première information, alors c'est un article très nébuleux comme ça, qui rentre pas dans les détails, mais bon, là on nous parle d'une opération clandestine et on rapporte les propos du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Le Mossad et d'autres agences ont fait acheminer l'équipement nécessaire et vital de l'étranger pour aider à résoudre la crise sanitaire. Donc là, est-ce qu'il y a un lien entre le vol de l'hydroxychloroquine et l'article du Figaro? Je ne sais pas, on le saura certainement plus tard, c'est une piste à étudier. Alors, je signale d'ailleurs sur le même sujet qu'un agent du renseignement français a publié en février 2018 ses mémoires aux éditions de l'Archipel qui s'appelle « Je ne pouvais rien dire ». Et il avertissait justement sur l'espionnage israélien dans le secteur médical et des nouvelles technologies en France. Et il raconte, donc je cite, « Jacques Fournet, mon ancien patron à la DST de 90 à 93, reconverti dans l'industrie pharmaceutique de pointe à la tête de Théa, m'alerte sur l'incubateur Paris Biotech qui lance un étroit partenariat avec Israël, mais de manière déséquilibrée, grâce au conseiller scientifique et médical de l'Élysée version Nicolas Sarkozy 2009. Fournet a mené sa propre enquête et s'est convaincu que ce conseiller, médecin de confession juive, est un zélé serviteur depuis des années du lobby industriel israélien. Les technologies sensibles et innovantes de l'industrie pharmaceutique risquent de partir en Israël, qui va s'approprier des innovations et les faire breveter à notre détriment. Ma note de renseignement pour K1, Division Sécurité économique à la DCRI, n'aura aucun effet, malgré le fait que ma source soit un ancien préfet de la DST. Alors là, c'est quand même inquiétant, d'autant plus que non seulement la note n'a pas eu d'effet, mais l'agent qui a écrit ces lignes a été incarcéré après la sortie de son livre. Ce qui est un exemple parmi tant d'autres de la situation française actuelle. Je rappelle la définition radicale d'une colonie, c'est quand un peuple est administré par un autre peuple. Et là, dans le contexte politique actuel, c'est Macron qui, en dernier ressort, est décisionnaire. On peut espérer qu'il écoutera les bonnes personnes, mais sur la situation politique en France, il y a quand même une vraie ligne de force, qu'on peut... parce que beaucoup de gens écrivent en ce moment sur la situation de la France, la France périphérique, les trois France... etc. Bon, la vraie question, c'est que la situation française, au niveau de ce qu'on appelle aujourd'hui le risque interculturel, ça ressemble à l'Espagne du XVe siècle. Au niveau de la situation des agriculteurs, c'est-à-dire ceux qui produisent ce qu'on fait à manger, on dirait la Pologne du XVIIIe siècle. Et au niveau économique et social, c'est carrément l'Allemagne des années 20, quoi, avec même un fort taux insurrectionnel. Donc les mêmes causes produisant les mêmes effets. On voit aujourd'hui des choses complètement étonnantes avec Benalla qui pointe le rôle délétère, à raison, d'Agnès Buzyn et d'Yves Lévy, mais en mettant bien en gras Buzyn et Lévy. On l'a vu hier aussi avec Florence Foresti au César. Je veux dire, Florence Foresti, c'est la bande à Ruquier, quoi. C'est une humoriste pour les femmes les mères de famille de 45 ans. C'est pas Der Stürmer. Et là, on a vu encore Zineb El Razoui, qui est vraiment une créature maçonnique revendiquée. Elle s'affiche comme telle sur Twitter, qui s'indigne des circulaires interdisant le contrôle des Juifs le soir du Shabbat. Donc, je vous dis, c'est ça aujourd'hui la situation de la France. La courbe qui va se poursuivre est celle-là. Je trouve plutôt positif que le peuple ait identifié l'axe Buzyn-Philippe dans sa plainte. Je pense qu'il faudrait rajouter Alexis Colère et donc soutenir le général Lecointre, Pierre de Bousquet-de-Florian, Bruno Le Maire, évidemment Didier Raoult, qui est quand même une situation hallucinante, parce que comme tous les Français, les grands Français, il est reconnu à l'international, mais il est traité comme un chien, comme un fou en France. Je signale que c'est pas le premier. Alain Soral s'est installé en Suisse, pour citer cet exemple, mais je pourrais aussi Depardieu est parti en Belgique puis en Russie, ne donne plus d'interviews en France, tout comme Michel Houellebecq, qui est notre plus grand écrivain,
notre plus grand romancier, qui donne plus une seule interview en France, alors qu'il donne des interviews en Argentine, au Danemark, partout dans le monde. Donc il faut bien comprendre qu'il y a un vrai ras-le-bol de cette clique qui gouverne Paris et qui, sur l'affaire du coronavirus, est symbolisée par Édouard Philippe, Agnès Buzyn, Jérôme Salomon, Alexis Collère, BFM TV, Le Monde, etc., etc. Le Monde me fournit ma transition entre l'actualité française et l'actualité internationale, puisque le 29 janvier, le quotidien du soir, dit de référence, publie une tribune de Marie Holzman qui s'appelle Coronavirus en Chine, plus personne ne croit en la parole officielle. Alors elle explique, quelles que soient les causes de l'épidémie, ce qui frappe le plus les observateurs, c'est la façon dont les autorités chinoises ne parviennent pas à se défaire d'un vieux réflexe bureaucratique. Cacher les problèmes aussi longtemps que possible afin d'éviter de porter la responsabilité du drame. La catastrophe est évoquée sur les réseaux chinois par les internautes qui discutent fiévreusement de l'évolution de ce qui ressemble de plus en plus à une pandémie. Si le gouvernement avait pris les mesures requises à temps, en serions-nous là aujourd'hui, se demande-t-il ? Bon, 29 janvier, inutile de vous dire que vous remplacez Chine par France, vous avez exactement la situation actuelle. Alors, au niveau international, beaucoup de gens pensent que tout ça était planifié. Effectivement, l'opinion publique a été conditionnée par d'innombrables épisodes de séries télé, livres de science-fiction qui annonçaient une pandémie. Il y a aussi le rapport de la CIA Comment sera le monde en 2020 par les éditions Robert Laffont en 2005 qui est préfacé par Alexandre Adler. On peut aussi citer La crise et après de Jacques Attali. Bon, tout ça a largement circulé sur les réseaux sociaux, mais ce qui surprend, c'est qu'à chaque fois est présenté le scénario qui nous est vendu par les chaînes d'information en continu et non pas la réalité qui nous est présentée par les scientifiques rationnels du premier groupe que je vous ai décrit tout à l'heure. Car sans nier la réalité de l'épidémie, chacun peut constater qu'on a affaire avant tout à un événement médiatique qui sert essentiellement à masquer non seulement un effondrement financier, mais aussi une sorte de reset au niveau international sur deux piliers que sont l'énergie et la monnaie, et on y reviendra tout à l'heure. Mais pour l'heure, on voit qu'au niveau politique, on peut craindre effectivement, à première vue, la mise en place d'une société de type Big Brother, hein, avec des extensions de mesures d'exception au-delà de toute limite. Donc Giorgio Agamben l'écrit très bien. Cela dit, je pense que l'État français est tellement défaillant qu'il est incapable de faire appliquer quoi que ce soit, mais enfin passons. Là, on observe pour rabattre le peuple sur le groupe 2, c'est-à-dire le groupe mondialiste, la stratégie de manipulation classique qui consiste à créer des problèmes puis offrir des solutions. Donc c'est la classique méthode problème, réaction, solution. Hein, et là, du coup, on voit les Français qui n'ont pas été protégés et pas avertis demander plus de confinement. Alors cela dit, on a vu un peu ça sur les réseaux sociaux au début. Il y a eu quelques sondages où on nous explique qu'entre 80 et 90% des Français veulent que le confinement soit prolongé. Cela dit, j'en doute. Je trouve ces sondages extrêmement douteux. Par ailleurs, la Commission européenne vient demander à 8 opérateurs européens, dont Orange, de fournir des données de localisation recueillies grâce au téléphone portable, dans l'optique de vérifier si les règles de confinement sont respectées.
Donc là, encore quelque chose d'assez inquiétant. On voit aussi se profiler des réquisitions par l'État, puisqu'on nous parle de participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative, sans qu'on sache trop à quoi cela correspond. Et on voit des restrictions massives de liberté individuelle. Évidemment, on peut plus circuler, on est enfermé chez nous. Casse économique et sociale qui est évidente, provoquée par le coronavirus, donc un ennemi invisible. On voit aussi des avancées sur la dématérialisation de l'argent, la fin de la monnaie papier, avec encore plus de traçabilité des paiements. Je vous rappelle que déjà, depuis quelques mois, on peut plus prendre un billet SNCF anonymement. On est obligé de prendre aux bornes en donnant son identité. Donc, on voit que tout ça se généralise. Alors, sur les réseaux sociaux, on voit se multiplier les fermetures de comptes, suppression de vidéos sur YouTube ne répondant pas aux règles de la communauté, notamment une vidéo qui portait sur l'inauguration du laboratoire P4 de Wuhan par Yves Lévy en présence de Bernard Cazeneuve. C'était en 2017, il me semble. Donc, des internautes ont fait des recherches et ont fait une vidéo sur ce sujet-là. Et elle a été supprimée dans l'heure. On remarque aussi que la ministre de la Justice a annoncé la libération de 5000 détenus. Alors là, c'est inquiétant, parce que si on libère 5000 détenus, c'est pour faire de la place. Mais de la place pour qui ? Pour les réfractaires au confinement. Enfin, dans le pire des cas, si on poursuit cette courbe, on peut même aller vers un scénario de film qui serait une dystopie, avec une humanité confinée, surveillée, rationnée, avec une interdiction d'avoir des relations sociales. Et dans ce film, en fait, il y aurait comme un super-héros qui découvrirait à la fin qu'en fait toute la société est régie par une oligarchie qui règne par la peur d'un virus invisible. Alors toujours dans cette veine-là, on peut voir le rôle actif de Bill Gates. Depuis le début de l'épidémie. Lui aussi est décrit comme quelqu'un qui avait prévu le drame lors de conférences TED, lors d'une intervention à la conférence de Munich, qui est le Davos de la sécurité. Il a même organisé en octobre dernier, soit 2 mois avant le début de l'épidémie, une simulation de pandémie au coronavirus. Donc c'est une simulation organisée en liaison avec le Forum économique mondial, où furent distribuées des peluches en forme de coronavirus. Donc là, on voit clairement que Bill Gates profite du coronavirus pour faire avancer son projet de puce RFID intégrée dans des vaccins. Ça s'appelle le projet ID 2020. La date est dans le projet. Donc ça, c'est encore très étrange. Et ce que je dis à propos de Bill Gates n'est pas du tout complotiste. Je renvoie d'ailleurs un article du Los Angeles Times, qui n'est pas un journal complotiste, qui était traduit dans Courrier International du 1er février 2007. Et cet article s'appelle « Les étranges placements de la Fondation Gates ». Et je cite le chapeau, ne serait-ce que le chapeau, on va pas s'éterniser là-dessus. « Pourquoi l'institution caritative la plus riche du monde est-elle actionnaire de sociétés qui sont à l'origine des fléaux sanitaires et écologiques qu'elle s'est donné pour objectif de combattre ?» Et Bill Gates qui vient de démissionner de ses mandats chez Microsoft et qui est un des piliers du réseau de Jeffrey Epstein. Alors, je vais vous dire pourquoi c'est important, parce que le réseau de Jeffrey Epstein, ce n'est pas une affaire de pédophilie, touche un financier de Wall Street qui serait en quelque sorte un prédateur solitaire qui se trouverait être ami vaguement avec Donald Trump et le prince Andrew. Non, c'est pas ça. L'affaire Epstein, c'est une opération d'exposition du nouvel ordre mondial, de sa structure, de ses membres et de Jeffrey Epstein qui gérait, disons, un réseau de pédophilie et de chantage qui était comme un organe de régulation interne à ce groupe. Donc c'est très très important l'affaire Epstein, parce que c'est un coup dur porté au nouvel ordre mondial d'une ampleur totalement inédite. Et Bill Gates, évidemment, voulait créer un fonds mondial pour la santé avec Epstein. Il a été en relation avec lui jusqu'à très tard. Il faut savoir que un de ses bras droits est l'exécuteur testamentaire de Jeffrey Epstein. Enfin bon, Bill Gates est une des personnalités clés du réseau Epstein, et comme énormément de gens du réseau Epstein, il a démissionné ces derniers mois de ses mandats, lui en l'occurrence chez Microsoft, mais on peut aussi citer Sergey Brin chez Google, et également dans les grosses banques, les GAFA, les multinationales, avec énormément de départs suspects enregistrés au cours des 6 derniers mois, ce qui me font dire que le processus, malgré tout, de démantèlement du nouvel ordre mondial est quand même sur la pente ascendante, même si on voit
que ce réseau-là essaye de se refaire à la faveur du coronavirus. On voit aussi Nicole Junkermann, qui est une sorte de Mata Hari du Mossad, on l'a décrit comme ça, qui apparaît dans le journal de bord du Lolita Express et dans une société Carbine qui gère les appels d'urgence aux États-Unis et qui est liée au système d'interception israélien, c'est-à-dire l'unité 8200 qui est présentée comme la NSA israélienne, qui essaye de vendre un logiciel donc trollé, si on veut, par les services secrets israéliens aux services d'urgence américains et aux services d'urgence britanniques à la faveur du coronavirus. Donc oui, ce réseau-là du Nouvel Ordre Mondial continue d'appliquer son agenda, mais j'ai l'impression aussi qu'il s'agit d'une tentative un peu désespérée pour être un peu dans une note d'espoir. Et d'ailleurs, pour continuer sur cette piste, on voit la démesure des décisions prises par le gouvernement chinois visait à réaffirmer à usage interne le pouvoir du Parti communiste chinois au moment même où justement ce nouvel ordre mondial avait déclaré la guerre à la Chine. Et la déclaration de guerre, elle est très claire, c'est au mois de juin dernier lors du sommet du Bilderberg où a d'abord été présentée une étude très critique, très intéressante par ailleurs, de l'Institut Montaigne sur Huawei, mais surtout les échanges qui se sont tenus au Bilderberg nous ont été rapportés par un des participants, Martin Wolf, dans le Financial Times. Alors on ne connaît pas forcément la teneur des échanges puisque tout ça est régi par la règle de Chatham House qui interdit aux participants de rapporter ce qui s'y est dit. Mais Martin Wolf, qui était présent, rapporte donc dans le Financial Times du 5 juin. Il explique que la disparition de l'Union soviétique a laissé un grand trou. La guerre contre le terrorisme, qui met entre guillemets l'air de dire qu'il y croyait pas vraiment, était un remplaçant insuffisant. Mais cette fois, la Chine coche toutes les cases. Pour les États-Unis, il peut s'agir de l'ennemi idéologique, militaire et économique dont beaucoup ont besoin. Voici enfin un adversaire valable. Alors il analyse le conflit perpétuel qu'engendrait ce développement géopolitique qui définit comme le plus important de notre époque. Il reflète encore la teneur des débats en déplorant cette option malgré tout. Il dit « L'idéologie chinoise n'est pas une menace pour la démocratie libérale comme l'était celle de l'URSS. Les démagogues de droite sont beaucoup plus dangereux. » Donc le nouvel ordre mondial joue sur deux adversaires, les populistes, les nationaux populistes européens et effectivement la Chine. Il suffit, tout ça se vérifie par la propagande anti-chinoise grossière dont j'ai cité un exemple publié dans Le Monde tout à l'heure. Alors, faut rappeler quand même l'historique des relations entre la Chine et l'Occident pour comprendre comment on en est arrivé à cette situation. Alors, en fait, le point de bascule, c'est 2000, l'année de l'entrée de la Chine dans l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, et donc là se met en place un système où en fait tout est fabriqué en Chine, la recherche se fait aux États-Unis et les bénéfices partent en offshore. Donc c'est un système qui peut pas durer et donc ça a été toute la politique de Trump de jouer le protectionnisme contre la destruction des emplois en Occident. Alors on peut quand même s'interroger, qu'est-ce qu'il faut faire pour contrer la Chine? Alors, il y a le précédent, c'est la stratégie Kissinger-Nixon, qui est de ramener un petit peu la Russie dans le camp occidental pour ne pas créer un bloc russo-chinois. Mais cela dit, ça c'est bien gentil, mais la Russie refuse les soi-disant valeurs occidentale, qui est l'Occident qui, faut quand même le dire, est complètement vermoulu. Si aujourd'hui beaucoup de structures risquent de tomber avec le coronavirus, elles ne tomberont pas à cause du coronavirus, elles tomberont parce qu'elles étaient déjà vermoulues. Je pense à la Banque Centrale Européenne, à l'Union Européenne, les structures de préfiguration du Nouvel Ordre Mondial, compris pourquoi pas même la République Française. Toutes ces structures, faut bien le comprendre, y compris la Fed, on le verra tout à l'heure, toutes ces structures sont complètement vermoulues et effectivement, le coronavirus que le Nouvel Ordre Mondial utilise pour avancer peut aussi se retourner contre lui et provoquer son effondrement. Donc pour l'heure, il est évident que la stratégie Kissinger-Nixon de séparer la Russie de la Chine n'était pas suffisante et sans doute que pour forcer un petit peu la décision, importer des États-Unis un virus à l'occasion des Jeux Olympiques militaires qui se sont déroulés à l'automne dernier pouvait aider un petit peu.
Et il est certain que cette hypothèse est aujourd'hui présentée de manière officielle par les Chinois. Alors, sans doute cela s'adresse-t-il d'abord à leur peuple, puisqu'on voit que Xi Jinping continue de maintenir les canaux diplomatiques avec Donald Trump. Les Chinois partagent leurs recherches à l'international. Hein, c'est un peuple qui s'illustre plutôt dans l'histoire par son pacifisme, mais en tout cas, il n'est pas impossible que l'État profond américain ait volontairement déclenché cette crise du coronavirus. Alors pour revenir sur la Chine, et l'Occident, alors on a beaucoup parlé des 1250 milliards de bons du trésor que détient la Chine et qui serait une arme atomique financière contre ce tigre de papier que sont les États-Unis. Mais Xi Jinping n'a jamais décidé de les vendre tout d'un coup. Alors il a commencé à les vendre, mais il les vend au fur et à mesure pour ne pas créer un choc. Sur la Chine, il faut bien comprendre quelque chose. Au moment où la Chine est rentrée dans l'OMC, s'est mis en place une structure très discrète, complètement inconnue, dont on a quasiment révélé l'existence dans Faits et Documents, puisque la presse en a jamais parlé et n'en parle absolument jamais, qui s'appelle le Conseil de surveillance de l'université de Tsinghua. Alors, il a été constitué en octobre 2000. Et ce groupe réunit les dignitaires du comité central du Parti communiste chinois, dont je vais pas vous dire les noms puisqu'ils vous diront rien, mais c'est vraiment la crème de la crème du Parti communiste chinois. Donc c'est la moitié de ce conseil de surveillance, et l'autre moitié, ce sont leurs interlocuteurs occidentaux, c'est-à-dire les vrais dirigeants du monde dit libre. Ce qui prouve d'ailleurs que les élites chinoises ont une connaissance très très fine de la composition des élites occidentales et de leur histoire, comme l'a montré le fait que la guerre des monnaies de Hong Bing-sung, que nous a fait découvrir en France notre ami Lucien Cerise, soit le livre de chevet des élites chinoises. Donc ce conseil de surveillance de l'université de Tsinghua se réunit une fois par an, la 3e semaine d'octobre, et vous allez voir que ça n'a rien, il suffit de voir la liste des membres pour comprendre que ça n'a rien du conseil de surveillance d'une université. Alors, au niveau des dirigeants occidentaux, des vrais maîtres du monde libre, hein, donc le président de l'Advisory Board, donc du conseil de surveillance, c'est Tim Cook, PDG d'Apple, nommé en octobre dernier à la présidence du conseil de surveillance de l'université de Tsinghua. Alors, on y retrouve pêle-mêle Henry Paulson, ancien PDG de Goldman Sachs, qui deviendra le secrétaire d'État au Trésor de George Bush Jr. On retrouve Lloyd Blankfein, qui a succédé au précédent à la tête de Goldman Sachs, Michael Dell, PGD de Dell Technologies, Dell Technologies, les ordinateurs, hein, dont le nom est cité d'ailleurs dans l'affaire Epstein. On retrouve Jamie Dimon, PDG de JP Morgan Chase. Alors là, pour l'anecdote, c'est les vrais maîtres du monde, si vous voulez. Je vais raconter cette histoire parce qu'elle est intéressante. En 2008, le commissaire européen au commerce, c'était Peter Mandelson. Alors Peter Mandelson, c'est le spin doctor travailliste par excellence. C'est pour lui qu'on a inventé l'expression spin doctor, et ça a été le véritable homme de l'ombre qui a piloté la carrière de Tony Blair. Et on a dit de lui, à l'époque, qu'il était le véritable Premier ministre britannique. Et donc ce Peter Mandelson, donc, qui était le spin doctor de Tony Blair, a voulu organiser en 2008, alors qu'il était commissaire européen au commerce, a voulu organiser une réunion donc avec notre Jamie Dimon, PDG de JP Morgan Chase. Et à qui il a fait appel pour organiser cette rencontre? Il est passé par Jeffrey Epstein, qui était alors brièvement incarcéré. Donc ça montre bien la hiérarchie du pouvoir. Vous avez le Premier ministre d'un pays, excusez du peu, le Royaume-Uni, donc Tony Blair. Au-dessus, vous avez son spin doctor Peter Mandelson. Au-dessus, vous avez Jamie Dimon, c'est-à-dire la banque JP Morgan Chase, et en intermédiaire entre le spin doctor et le PDG de la banque, vous avez Jeffrey Epstein. Donc là, on a un bon résumé de la structure du nouvel ordre mondial. Alors je poursuis sur ce conseil de surveillance de l'université de Tsinghua. On retrouve aussi David Rubinstein, cofondateur de Carlyle, Stephen Schwarzman, donc Blackstone, Mark Zuckerberg de Facebook, Larry Fink, PDG de BlackRock, dont on a beaucoup parlé pendant le débat sur la réforme des retraites avec son représentant en France, Jean-François Cirelli, qui était déjà à la manœuvre
lors de la réforme des retraites en 2003 d'ailleurs. On retrouve aussi Henri Kravis, patron de KKR, donc gros fonds vautour new-yorkais dont le bureau de prospective est piloté par l'ex-directeur de la CIA, David Petraeus. KKR, très actif en France, où Henri Kravis est représenté par Jacques Veyrat, l'ancien président du groupe Louis Dreyfus. Donc accessoirement, Henri Kravis a été un des discrets parrains de Macron depuis 2007 avec son épouse, l'économiste canadienne Marie-Josée Drouin, qui est administratrice de LVMH, de Publicis et du groupe Bilderberg. Donc voilà qui les Chinois ont comme interlocuteur. Vous comprenez bien, ils font une structure donc qui est cachée derrière le conseil de surveillance d'une université qui n'est évidemment pas le conseil de surveillance d'une université. C'est un groupe de dialogue de haut niveau entre les vrais dirigeants occidentaux et les vrais dirigeants chinois. Et voilà qui va discuter avec les Chinois. Donc il faudra surveiller l'an prochain si la réunion de ce conseil de surveillance a lieu, si elle a lieu en octobre 2020, et il faut aussi suivre l'évolution de la composition de ce conseil de surveillance dans les prochaines années. Ça, c'est des vrais points forts à suivre et que nous suivrons, même si nous sommes les seuls à le suivre. À propos du conseil de surveillance de l'université de Tsinghua, j'ai cité deux Français, Jean-François Cirelli, donc représentant de BlackRock, et Jacques Veyrat, représentant en France de KKR. Alors, à noter, tous deux sont membres du club des juristes. Alors, le club des juristes, c'est aussi important, c'est une vraie structure de l'État profond français. Alors, ils sont pas plus juristes que les autres sont universitaires. C'est une structure très bizarre. La liste des membres est accessible sur Internet. Alors, c'est présidé par Bernard Cazeneuve, l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve, qui a été nommé en revenant d'une réunion du Bilderberg en 2018. Alors on retrouve François Sureau qui a écrit Les Statuts d'En Marche et qui se plaint du recul de la liberté d'expression en France, mais ne refuse jamais une invitation de la LICRA. On retrouve aussi Jean Weil, fils de Simone et ex-beau-frère d'Agnès Buzyn, accessoirement ancien président du Club Le Siècle. Il y a aussi Bernard Stirn, ancien président de la section du contentieux du Conseil d'État, à la manœuvre dans l'affaire Dieudonné en 2014, lorsqu'il avait annulé l'ordonnance de référé-liberté du tribunal administratif de Nantes. Autre personnage intéressant qu'on retrouve au Club des juristes et trop méconnu, Jean-Michel Darrois, avocat d'affaires séfarade très important à Paris, lié à Fabius et à Jacques Attali, dont Libération nous apprend qu'il a couvé Laetitia Avia. Donc ça donne peut-être une explication à la carrière de Laetitia Avia, qui est devenue députée et qui est quasiment une icône républicaine, parce qu'elle a été couvée par Jean-Michel Darrois. Est-ce que couver s'est trompé? Alors sur la loi Avia d'ailleurs c'est très intéressant parce que en fait c'est simplement une loi allemande qui oblige les réseaux sociaux à retirer les contenus non conformistes dans les 24 heures qui suivent leur signalement sous peine de très fortes amendes. Donc c'est juste une traduction en français de cette loi allemande d'un côté, mais en même temps cette loi implique un nivellement par le bas sur les réseaux sociaux en matière de liberté d'expression, puisqu'en se conformant, les réseaux sociaux vont généraliser la norme partout dans le monde, et donc aux États-Unis. Donc en vérité, les groupes de pression communautaristes qui ont obtenu ça de la France et de l'Allemagne l'ont fait pour contourner en vérité le premier amendement aux États-Unis. Donc la loi Avia, c'est quelque chose de très important au niveau mondial, pas seulement au niveau français. Enfin, tout cet aréopage pour vous dire que
la France, et Paris en particulier, est vraiment, ce que j'ai déjà dit ici, mais une capitale assiégée du mondialisme. C'est une des dernières poches de cette guerre mondiale qui est menée à ce groupe. Et à la fin d'une guerre, il y a des poches, mais ça n'influe en rien sur le déroulé de la guerre. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des poches allemandes et personne n'a jamais pensé que les Allemands pouvaient gagner la guerre à ce moment-là. Et les dernières poches occupées par le mondialisme, on le voit très bien, c'est les islamistes à Idlib en Syrie, c'est la Trilatérale, l'Aspen Institute, le Women's Forum qui se réunissent à Paris. On voit aussi la côte est des États-Unis avec New York, certainement Chicago dans l'Illinois et puis la Californie. Donc ces dernières poches sont en train de résister à la vague et on voit ces agents utiliser effectivement la crise du coronavirus pour continuer à croire à leur projet. Alors, pour expliciter cette chute du mondialisme, je vais faire un petit rappel de la situation globale, puisque depuis les années 90 et la chute du RSS, on était entré dans ce qu'on avait appelé la fin de l'histoire, la marche irrésistible du nouvel ordre mondial, avec dès 1992 Maastricht, puis l'extension de l'OTAN, qui aurait dû disparaître en même temps que le pacte de Varsovie, suivi par les guerres dans les Balkans, le 11 septembre, la lutte contre le terrorisme, l'Afghanistan, l'invasion de l'Irak, les printemps arabes, la guerre en Libye, la guerre en Syrie, qui devait être la guerre d'Espagne de la Troisième Guerre mondiale, une sorte de répétition générale avant la grande conflagration. Et le point de bascule, ça a été 2013, quand Barack Obama a refusé le plan Fabius d'intervention en Syrie pour destituer Bachar al-Assad, puisque Fabius soutenait explicitement Al-Qaïda, dont il expliquait qu'il faisait du bon boulot. L'année suivante, 2014, Poutine a trahi le nouvel ordre mondial sur l'affaire de la Crimée. L'expression « trahi le nouvel ordre mondial » vient du diplomate américain Christopher Hill. L'année suivante, Vladimir Poutine est intervenu en Syrie. En 2016, on a vu le Brexit. Alors le Brexit, c'est important parce que des gens on a pu dire oui, mais après tout, la Grande-Bretagne n'était pas dans l'Union européenne et l'élite britannique de la City voulait du Brexit. En vérité, c'est très important puisqu'il faut comprendre que psychologiquement, la construction européenne et le mondialisme reposent sur le « on ne peut pas revenir en arrière ». C'est ça l'opération psychologique auprès des masses. Et même si le Brexit pouvait arranger certains, il est évident qu'au niveau du noyau dur du nouvel ordre mondial, il ne pouvait pas être inscrit dans ses objectifs. Parce que, je vous le dis, c'est une opération psychologique dont le mot d'ordre est « on ne peut pas revenir en arrière ». Donc Brexit effectif depuis le 31 janvier dernier. Donc la marche continue, investiture de Trump, 2017. Et là, la France, en 2017, prend un chemin différent. Mais malgré tout, le mouvement continue. On voit que Macron échoue à relancer l'Europe. Il bute sur la logique nationale allemande, qui prend d'ailleurs ce que la France lui donne sans rien rendre en échange. Et même Macron fait des faux bonds en déclarant en septembre dernier le mondialisme qui oublie les peuples. Enfin, il fait des déclarations qui étaient complètement inenvisageable il y a une dizaine d'années. Je rappelle qu'il y a une dizaine d'années, en 2009, Sarkozy déclarait « On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer, car à travers le monde, les forces au service du changement sont considérablement plus fortes. » Qui, aujourd'hui, pourrait dire ça? Quel dirigeant pourrait dire ça? Je continue, même sur l'accord entre de libre-échange avec le Mercosur, on voit bien que sous prétexte de lutte contre le réchauffement climatique et le Brésil étant tenu par Jair Bolsonaro, qui est un affreux populiste, finalement cet accord de libre-échange ne s'est pas réalisé, alors qu'il avait été signé par la Commission européenne partante au dernier moment. Pour le CETA, donc avec le Canada, il est toujours pas inscrit à l'ordre du jour du Sénat, et même Macron a déclaré que l'OTAN était en état de mort cérébrale. Alors il s'est pris, tout le monde lui a reproché cette déclaration, alors qu'en vérité, tout le monde pense ça. Sur le plan international, évidemment, les partis nationaux populistes en Europe ont continué à engranger des résultats très satisfaisants, et là j'en arrive à l'Italie, qui est sans doute
le pays étrangement à la fois le plus touché par le coronavirus et qui apparaît comme le point de bascule de la dislocation de l'Union européenne. Alors je m'explique. Donc, déjà sur le coronavirus en Italie, le Jérôme Salomon, italien lui-même, a déclaré qu'en fait, dans les chiffres délirants qu'on nous annonce, seuls 0,8% des décès annoncés avaient en fait été tués par le coronavirus seul, et que plus de 50% des gens avaient déjà des maladies graves. Des gens décédés avaient des maladies graves. Par ailleurs, la moyenne d'âge des décès est de 79,5 ans. Donc là, on est quand même sur une pandémie mondiale qui tue les gens, mais qui n'abaisse pas l'espérance de vie. Enfin, c'est très étrange. Donc on a vu une propagande expliquer que les Chinois truquaient certainement les chiffres, mais là, en l'occurrence, force est de constater que les Italiens aussi ont truqué les chiffres. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau du gouvernement en Italie ? Pour rappel, depuis l'été dernier, l'Italie est gouvernée par une alliance entre le Parti démocrate, qui est à peu près au niveau du Parti socialiste français, et du mouvement 5 étoiles, qui a montré, qui avait fait des scores électoraux très importants en 2018, mais qui a depuis montré en vérité sa faillite en termes de compétences. Faut comprendre, c'est des gens de la télé-réalité qui sont envoyés pour représenter le mouvement 5 étoiles. C'est un niveau affligeant. Et on peut même se demander si le mouvement 5 étoiles, à la manière de Syriza, a pas été discrètement poussé. Je rappelle Syriza, qui était cette gauche radicale grecque, qui avait été montée pour contrer Aube Dorée, qui était arrivé au pouvoir, qui évidemment avait tout trahi, mais qui surtout dans son programme comportait un point important qui était l'ouverture des frontières, et son arrivée au pouvoir, il me semble en 2014, avait accompagné l'ouverture des frontières de l'Europe en Grèce et la déferlante migratoire. Et sur le 5 étoiles, on peut se demander s'il n'a pas été poussé discrètement. Mais bon, dans un premier temps, il avait fait son alliance avec la Ligue du Nord, alliance qui a été rompue quand Matteo Salvini a quitté le gouvernement. Il a lui-même reconnu après coup avoir marqué un but contre son camp. Alors pour comprendre l'alliance, de quelle alliance on parle ? Déjà, cette alliance de droite qui est sur le point de prendre le pouvoir en Italie, s'il y a un scrutin demain, cette alliance prend le pouvoir. Cette alliance, elle est composée de Forza Italia, c'est-à-dire Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi, très peu de gens en France comprennent à quel point il est populaire en Italie. Il faut comprendre que Silvio Berlusconi, ce serait un Bernard Tapie avec le discours de Jean-Marie Le Pen et les blagues de Jean-Marie Bigard. C'est vraiment ça, Silvio Berlusconi. Il apparaît comme une sorte de grand-père pour tous les Italiens. Pour vous situer le niveau des déclarations de Silvio Berlusconi, à la dernière réunion du Parti populaire européen, il était question de former une armée européenne, et lui a dit « Ah ouais, oui, moi je suis bien d'accord pour qu'on forme une armée européenne, ça nous permettra de repousser l'invasion africaine. » Vous voyez, en France, imaginez un responsable de l'UMP dire quelque chose comme ça, il serait viré dans l'heure. Donc ce Silvio Berlusconi a déjà adoubé comme son successeur Matteo Salvini sur la place du Dôme à Milan, en public. Matteo Salvini, c'est la Ligue, ce serait l'équivalent français du Front National, mais disons en plus viril et plus compétent, disons-le. Et ces deux forces sont alliées à Fratelli d'Italia, qui est la continuation du MSI, donc qui revendique l'héritage de l'Italie fasciste. Donc imaginons une alliance qui irait de l'UMP, mais qui serait vraiment de droite jusqu'à l'œuvre française en France. Enfin, c'est vraiment inimaginable, et le fait que ce soit inimaginable prouve à quel point la chape de plomb sur la France est pesante. Quelque chose de très simple. Et cette alliance, en Italie, je le répète, s'appelle l'alliance de centre-droit. Et il faut savoir que, par exemple, au meeting de Salvini, vient en ouverture pour le soutenir des gens comme Luca Toni. Luca Toni, qui est l'attaquant champion du monde de foot en Italie en 2006, qui est le meilleur ami de Ribéry. Enfin, on n'imagine pas Thierry Henry venir soutenir Marine Le Pen en meeting. Enfin, on ne se l'imagine même pas. Donc voilà la situation politique en Italie, et l'alliance donc de centre-droit arrive à prendre des régions dans le sud, qui étaient des bastions de gauche et qui étaient devenus des bastions du 5 étoiles, comme la Calabre dernièrement. Et par exemple, l'Alliance a réalisé 43% des voix en Émilie-Romagne, région qu'elle a donc perdue.
Alors la presse française nous a expliqué, ah mais vous avez vu, Salvini a perdu l'Émilie-Romagne, il a fait que 43%, sans expliquer aux gens que l'Émilie-Romagne, c'est la région la plus déchristianisée d'Italie, c'est un ancien bastion communiste devenu un bastion parti démocrate avec des villes comme Bologne, qui est la capitale des étudiants en sciences sociales de gauche, et que le jour où l'Émilie-Romagne, si la Ligue du Nord fait 43% en Émilie-Romagne, c'est qu'elle est à 70% partout ailleurs. Comprenez? Donc c'est ça la situation politique en Italie. Et donc était maintenu à Rome ce gouvernement un peu fantoche entre les restes du Parti démocrate et les incompétents du mouvement 5 étoiles par deux réseaux essentiellement, donc la Commission européenne et les vieux réseaux persistants de la domination des États-Unis, mais dans son versant mondialiste sur la péninsule, donc essentiellement les réseaux Aspen Institute, qui sont des réseaux de cooptation d'hommes politiques opérés par Madeleine Albright principalement, qui visent à coopter des hommes politiques. Par exemple, en France, ils ont coopté des gens aussi différents que, je sais pas, Laurent Wauquiez, Cécile Duflot, etc. Et donc, même ce gouvernement-là, que l'Union européenne aurait pu appuyer pour démontrer sa viabilité, et elle a été incapable de le faire, à tel point que l'aide est venue de la Russie, de la Chine et de Cuba. Donc là, c'est complètement fou. Et même les journaux les plus pro-européens de centre-gauche italiens ont fustigé l'Union européenne comme une union qui fait pas la force. Ça, c'est Corriere della Sera. Et la Repubblica a même parlé d'une LED Europe. Pour que la Repubblica emploie des termes comme ça, c'est vraiment que l'Union européenne est finie. Et d'ailleurs, on observe sous nos yeux le démantèlement de l'Union européenne. Alors cette dislocation de l'Union européenne, elle prend la forme d'abord d'une explosion de tous les dogmes. Le dogme de la libre circulation des hommes, des marchandises, des capitaux, avec le retour aux frontières à l'intérieur et à l'extérieur de Schengen, au niveau budgétaire avec la fin des fameux 3% de Bruxelles. On voit la Banque centrale qui, depuis la crise de 2008, avait inventé des choses complètement délirantes, telles que les taux d'intérêt négatifs. Là, cette fois, elle a fait savoir qu'elle n'appliquerait plus la règle concernant la limitation des rachats de dettes souveraines. Et dans le Financial Times, cette semaine, Mario Draghi, donc ancien président de la BCE, a écrit une tribune intitulée Coronavirus, le remède économique. Alors il analyse la pandémie de coronavirus, je cite, comme une tragédie humaine aux proportions potentiellement bibliques. Alors là, je vois pas le lien entre le coronavirus et l'arrivée du Messie ou de l'Antéchrist, mais c'est presque inquiétant qu'un cadre comme ça, qu'un cadre oligarchique mondial nous prédise des proportions potentiellement bibliques. On sait qu'on peut aujourd'hui à peu près tout faire avec les hologrammes, par exemple. Alors, est-ce qu'on va nous faire apparaître un Messie avec des hologrammes ? Je ne sais pas, je pose la question. Alors, il annonce une profonde récession économique et il écrit « Il est déjà clair que la réponse doit impliquer une augmentation significative de la dette publique. Des niveaux de dette publique plus élevés deviendront une caractéristique de nos économies. » Alors, c'est très curieux parce que là, d'un côté, on voit une explosion des DOM, on nous reparle même de nationalisation. On nous a plus parlé de nationalisation d'entreprises. Depuis, on a parlé de la nationalisation d'Air France. On parle plus de ça depuis 40 ans. Et en même temps, là, on sent avec ce niveau de dette publique plus élevé comme caractéristique de nos économies, une tentative quand même de braquage des États pour sauver, au prétexte de sauver une économie qui aurait été impactée par le coronavirus. Donc l'invention d'une cause pour cacher les véritables responsables des causes, des conséquences qu'on va subir. Donc là, il y aurait peut-être une tentative de braquage, et on rappellera que le niveau de service de la dette publique, c'est vraiment un très très bon indicateur du niveau d'indépendance des pays. Par exemple, la Russie a annoncé en septembre avoir réduit sa dette publique à 0. Là, je note aussi, par rapport toujours au coronavirus, que l'Iran a fait appel au FMI, ce qu'elle n'avait jamais fait depuis des décennies. Donc là, on peut aussi traduire ça comme la lutte au sommet du pouvoir entre la faction Rouhani-Zarif, donc la faction libérale pro-occidentale, et les radicaux du type symbolisé par Ahmadinejad, si on veut. Et d'ailleurs, on peut se demander si l'attaque sur Soleimani, le meurtre de Soleimani,
Rouhani par les Américains en janvier, ne s'inscrivait pas dans une alliance objective entre Trump et la faction radicale contre la faction justement Rouhani-Zarif, donc Zarif, ministre des Affaires étrangères, donc je rappelle qu'il avait signé le fameux accord avec John Kerry. Enfin bref, tout ce que nous annoncent ces niveaux de dette publique élevés comme caractéristique de nos économies, ça revient à remettre une pièce dans la machine pour sauver le système financier et monétaire international hérité des accords de Bretton Woods, qui s'était transformé avec l'obligation d'emprunter sur les marchés financiers et la désindexation du dollar sur l'or en pétrodollars. Ce système, je le dis, est aujourd'hui à bout de souffle. C'est pas un scoop, c'est officiel. Aujourd'hui, on est à $20 le baril, contre 50 au début du mois. Alors là, c'est pareil. Le krach pétrolier, c'est pas à cause du coronavirus, mais c'est plutôt la décision de la Russie de renverser la table en refusant, mais à raison d'ailleurs, de ne plus jouer le jeu de l'OPEP, qui lui imposait de réduire sa production pour maintenir un niveau haut au niveau des prix du pétrole, ce dont n'a pas besoin la Russie, puisque la Russie peut se contenter d'un baril à $40. Cette stratégie d'ailleurs servait essentiellement les Saoudiens, qui eux sont en cours d'épuisement de leurs réserves. Le pic a été atteint en 2007 et ont besoin un baril à $80, et les Américains qui ont besoin, eux, d'un baril à $60 avec leur fameux pétrole de schiste qui demande des investissements importants. Donc en représailles, alors ça c'est arrivé au début du mois, la Russie sort de l'OPEP+, donc renverse la table. En représailles, les Saoudiens ont décidé d'ouvrir complètement les vannes de la production, ce qui a entraîné la chute à $20 à l'heure où nous enregistrons. Alors, toujours du côté de l'Arabie Saoudite, parce que là, c'est un pays où c'est aussi des guerres internes incroyables, puisque Mohammed Ben Salman, donc le prince héritier, a ordonné l'arrestation de Mohammed Ben Nayef, qui est un membre de sa famille, et surtout qui était pressenti pour aller sur le trône et comme étant l'homme des Américains. MBS, qui est le prince héritier depuis 2017, est évidemment l'homme des Israéliens. Il est lié à Epstein. Epstein s'est rendu en Arabie Saoudite, semble-t-il, poursuivre la soirée électorale américaine en 2016 avec lui. Des clichés d'eux ensemble existent. Enfin, Epstein a été le parrain de MBS, de Ben Salman. D'ailleurs, Ben Salman, dès qu'il est arrivé au pouvoir, a officialisé l'alliance jusque-là objective entre l'Arabie Saoudite et Israël. Et puis, il est allé, malgré tout, d'échec en échec. Là, encore une fois, on retrouve cette logique de l'échec de ces réseaux-là. Il a échoué dans sa guerre au Yémen. Ensuite, il y a eu le scandale du démembrement au sens propre du journaliste Kamal Khashoggi au consulat saoudien d'Istanbul, qui a donné une image absolument catastrophique. Son échec dans sa tentative d'isoler le Qatar, qui a en vérité poussé le Qatar dans les bras iraniens. L'échec de la modernisation de son pays avec le projet NEOM, dont on a déjà parlé à ce micro, et qui verra jamais le jour avec un prix du baril si bas. L'Arabie Saoudite est au bord du gouffre. Donc l'Union européenne est au bord du gouffre, l'Arabie Saoudite est au bord du gouffre. Et je précise pour pimenter que cette année, l'Arabie Saoudite assure la présidence du G20, le club des principales économies mondiales. Et le sommet du G20 doit se tenir en novembre à Riyad. Est-ce que ce sommet se tiendra? Donc, comme pour l'université de Tsinghua, comme pour l'Europe, comme pour l'Arabie Saoudite, il faudra suivre cette présidence du G20 qui s'annonce plutôt chaotique. Pour revenir sur la fin du pétrodollar et ce qu'on appelle la dédollarisation, on a vu se mettre en place en 2018 des pétro-yuan convertibles en or à Shanghai, donc alternative chinoise au pétrodollar avec le fondamental de la convertibilité en or. Du côté des États-Unis, on a vu en février que Trump a nommé au board de la Réserve fédérale une de ses conseillères économiques officieuses qui s'appelle Judy Shelton. Alors c'est une nomination comme tout ce qui est important, qui n'a pas été relayé par la presse. On est vraiment on vit dans le monde du pas vu à la télé. C'est l'inverse des années 80-90 avec ce fameux slogan vu à la télé. Aujourd'hui, c'est pas vu à la télé. Intéressez-vous à ce que vous ne voyez pas à la télé. Donc Judy Shelton, retenez ce nom. C'est passé complètement inaperçu et c'est
ultra important. C'est la principale avocate du retour à l'étalon or et d'une nationalisation de la Fed. Donc, c'est-à-dire un retour d'avant la privatisation de la Fed en 2013. Rappelons que la Fed est un cartel de banques privées, hein. Donc, il s'agit en plus d'une stratégie typiquement trumpienne, puisqu'il promeut une femme pour, en quelque sorte, fermer leur bouche à ceux qui lui avaient reproché d'avoir évincé par misogynie, soi-disant, Janet Yellen, qui était conseillère économique de Bill Clinton. Donc, un changement politique qui avait été maquillé en affaires sociétales par la grande presse. Alors, Judy Shelton, c'est vraiment un personnage à suivre, et je le dis, de par ses déclarations et ses écrits passés, hein. Elle a décrit la Fed comme une agence voyou, et elle est opposée à la Fed en tant que cartel, ce qui est une véritable révolution. Et dans une interview en 2019, elle indiquait ne voir aucune référence à l'indépendance, hein, dans la législation de la Fed. Donc vraiment, il y a une menace qui pèse sur la réserve fédérale par l'administration Trump. Donc là, c'est encore une fois un démantèlement en cours d'un nœud stratégique, je dirais, de la gouvernance mondiale. Alors cela dit, le retour à l'étalon or, même s'il est beaucoup plus vertueux, hein, ne résout pas la question du cours de l'or, du prix de l'or qui est fixé, donc ce qu'on appelle le fixing de Londres, qui était fixé jusqu'en 2004 dans les bureaux de la banque Rothschild à Londres. Bon, maintenant, depuis 2004, ça se fait par une conférence téléphonique dirigée par la banque Barclays. Ce qui est intéressant, encore une fois, donc à la tête du fixing de Londres, on retrouve Barclays, dont le président, Jess Staley, est actuellement visé dans une enquête relative à l'affaire Epstein. Donc je vous le dis bien, l'affaire Epstein, c'est le trousseau de clés qui ouvre toutes les serrures. Et observez bien, nous on publie un énorme dossier sur l'affaire Epstein avec la biographie détaillée de tous les membres de ce réseau, de leur interaction, comment ça fonctionne. Enfin vraiment, on explique tout dans le détail parce que ce sont des acteurs clés et dont l'évolution dans les mois et les années à venir va être absolument déterminant pour comprendre ce qui se joue. Donc Jess Staley est aujourd'hui visé et il a annoncé qu'il démissionnerait de la présidence de Barclays au début de l'année 2021. Alors au fixing de Londres, pour finir sur le fixing de Londres, alors je rajoute aussi que de la même manière que l'aspect cartel de banque privée de la Fed est actuellement remis en question, des négociations ont haut lieu se déroulent entre Chinois et Britanniques sur une forme de nationalisation, en tout cas de déprivatisation du fixing. Ces négociations devaient se tenir entre le 20 mars et le 1er avril. Pareil, c'est quelque chose à suivre. Alors pour l'heure, le fixing de Londres, les autres banques du cartel sont Goldman Sachs, HSBC Bank USA, JP Morgan Chase, Morgan Stanley, Standard Chartered, Scotia Mocatta, etc. Scotia Mocatta, dont un des responsables, Henri Jarecki, est évidemment un pilier du réseau Epstein. C'est pareil, on retrouve des parcours complètement hallucinants. C'est un ancien professeur de psychiatrie à la Yale Medical School. Donc comment un professeur de psychiatrie à Yale devient responsable, un des responsables de la fixation du cours de l'or. Donc là, c'est vraiment des questions très intéressantes auxquelles répond en partie l'affaire Epstein. Là, en abordant la Fed, on a abordé rapidement Donald Trump. Ce qui est intéressant sur le volet du coronavirus, c'est que comme en France, le coronavirus prend la forme d'une lutte entre tenants du mondialisme et patriotes, sauf que jusque-là, les patriotes étaient, disons, en situation d'avantage, même si je précise que Trump n'a pas vraiment remis en cause les avantages des tenants du mondialisme pendant son premier mandat. Il a plus effectué un travail de sape, donc affaire Epstein, affaire Weinstein, rupture avec le politiquement correct, division des démocrates, et pour ce qui est du peuple américain, puisque c'est eux qui votent, hein, on nous serine à nous faire de la propagande anti-Trump, mais bon, on vote pas pour les États-Unis, c'est les Américains qui votent in fine. On s'adresse à nous en nous expliquant que Trump est fou, que Trump est ici, que Trump est ça, mais nous on vote pas, ça sert à rien de s'adresser à nous. Donc ce que voient les Américains, c'est que pour l'instant, il a réduit le chômage. Alors est-ce que le coronavirus va faire remonter
le chômage en flèche, il semble qu'on se dirige vers ça. Mais est-ce que les Américains en tiendront rigueur à Trump? C'est pas sûr. Alors pour l'heure, ça s'annonce quand même compliqué les élections pour les démocrates, puisque, comme pour 2016, il a fallu qu'ils truquent leur primaire pour pas que Bernie Sanders arrive en tête. Donc là, on se retrouve avec Joe Biden, qui est un vieillard sénile, pédophile, avec une histoire sordide. Hein. Son storytelling, c'est qu'il a perdu sa femme et son fils, puis après il a perdu son autre fils. Enfin, il y a des tas d'affaires autour de lui. Enfin, vraiment, on voit pas comment les démocrates peuvent gagner dans une configuration à la loyale, un peu comme le nouvel ordre mondial ne peut pas gagner face à la Chine dans une configuration à la loyale. Donc là, il y a plusieurs choses. On voit que Trump a été rétif à montrer des réticences, à paniquer face au coronavirus, exactement d'ailleurs comme le président de la région de Vénétie, Luca Zaia, qui est de la Ligue du Nord, qui au début a dit qu'il n'y avait pas de quoi s'affoler, et puis qui finalement s'est aligné pour des raisons électorales avec Matteo Salvini sur une ligne il faut tout fermer, et aller dans la surenchère. Ça, c'est la tragédie de la logique électorale. Mais là, Trump, qui lui, aux affaires, a essayé de minimiser au début. Alors, notons plusieurs choses techniques. Déjà, le confinement aux États-Unis ne se déclare pas au niveau fédéral, c'est au niveau des États que ça se joue. Donc tout ça est pour l'instant très complexe. Et on voit que pour l'instant, Trump a invoqué la Defense Production Act, donc qui permet au gouvernement fédéral d'obliger les entreprises privées à fabriquer des biens au profit de la nation avant de fabriquer ces mêmes produits pour la vente commerciale. Donc là, si des États démocrates appliquent un confinement, je pense particulièrement aux États de la côte Est et principalement à l'Illinois et aussi à la Californie. Il faut voir comment va évoluer la situation. Pour l'instant, la balle est dans le camp démocrate. Et on va voir si les démocrates jouent la carte du confinement pour obtenir un report des élections. Alors, le report des élections aux États-Unis, j'ai étudié la question, c'est très complexe constitutionnellement à cause de l'articulation précisément entre le niveau fédéral et le niveau local. En bref, je vous la fais court, il en ressort que les démocrates peuvent tenter le coup en jouant sur leur contrôle de la Chambre et sur les sénateurs républicains, dont le mandat expire, puisqu'en fait, si les élections sont reportées, le mandat de Trump et de Mike Pence s'arrête. Et les mandats des représentants à la Chambre et des sénateurs s'arrêtent. Donc à ce moment-là, resterait un sénateur dont le mandat n'a pas expiré et qui serait le doyen de ces sénateurs-là. Et il s'agit d'un démocrate qui s'appelle Patrick Leahy, et donc qui est un démocrate pro-Sanders, qui lui deviendrait alors président des États-Unis. Mais alors dans un contexte de quasi coup d'État et de quasi guerre civile. Alors en retour, si les démocrates s'engagent dans cette voie-là, alors Trump, en sentant le coup venir, peut lui décréter la loi martiale, qui elle se déclare au niveau fédéral, puisque seul le président a le pouvoir de l'imposer. Tout en sachant, par ailleurs, que dans chaque État, chaque gouverneur a le droit d'imposer sa propre loi martiale. Donc, est-ce qu'on peut aller vers une disparition, une partition des États-Unis? On sait déjà qu'il y a d'énormes problèmes démographiques avec le Sud, la Californie est démographiquement redevenue mexicaine. Donc, est-ce que on peut imaginer une Californie finalement rattachée au Mexique le jour où il y a un référendum? Est-ce que la Californie doit être mexicaine vu l'augmentation de la population d'origine mexicaine? Pourquoi eux, ils voteraient pas oui pour que finalement cet État soit rattaché à leur pays d'origine? Donc on peut très bien imaginer ça avec pourquoi pas même une nouvelle guerre de sécession entre comme je vous l'ai dit, l'Illinois, la côte Est et puis tous les États pro-Trump. Donc voilà, tous des éléments de prospective que je voulais donner. Donc on peut prospectiver effectivement une disparition de l'Union européenne, un éclatement de l'Arabie saoudite, pourquoi pas un éclatement des États-Unis, et puis on peut aussi prospectiver, je pense, la fin de la démocratie libérale. Alors de quel côté tombe la pièce là pour le coup, que ce soit les mondialistes qui réussissent leur coup de force ou les patriotes? De toute façon, on va vers la fin de la démocratie libérale qui, dans le temps et dans l'espace,
au regard de l'histoire, finalement, n'aura été qu'un petit confetti, hein, pour parler de l'Europe. C'est depuis la fin des années 70 qu'on est rentré en démocratie libérale en Espagne et au Portugal. Et pour l'Europe de l'Est, c'est les années 90. Donc finalement, on est sur des périodes extrêmement courtes. Et encore, quand les peuples ont voté, leur vote n'a pas été respecté. Que ce soit pour reparler de l'Italie, où la quasi-totalité des élections ont été trafiquées dans l'après-guerre. Hein, l'exemple le plus connu, c'est quand on a demandé aux Italiens est-ce que vous voulez la République ou la monarchie. Les Italiens ont voté pour la monarchie, puis finalement ils ont eu la République. Et puis plus récemment, pour l'exemple qu'on connaît tous, c'est le traité constitutionnel européen qui a été appliqué partout en Europe contre la volonté des peuples. Donc en vérité, la démocratie libérale est déjà morte, l'Union européenne est déjà morte, et ces structures vermoulues vont s'effondrer. Il ne faut pas penser que ça va être à cause du coronavirus. Si vous voulez, l'URSS s'est pas effondrée parce que des étudiants allemands ont essayé d'escalader le mur de Berlin. Non, la structure était vermoulue depuis une dizaine d'années et puis elle s'est effondrée d'un coup. Donc le coronavirus, révélateur de failles plus grandes, de contradictions plus grandes, et révélateur d'un effondrement de structures qui, de toute façon, avaient vocation à s'effondrer. Voilà, vous pouvez retrouver Faits et Documents en vous abonnant sur faitsetdocuments.com. Vous pouvez retrouver toute notre enquête sur le réseau Epstein qui démontre la faillite intégrale de la presse française. Là, c'est pareil, la presse française peut aussi s'effondrer, et la presse en général. Il y a plus de 100 ans, Nietzsche disait encore un siècle de journalistes et tous les mots pueront. On y est, et la presse est complètement en train de s'effondrer. Le traitement de l'affaire Epstein en France a été absolument désastreux, puisque je rappelle que tous les cadres du réseau Epstein sont français, à part Jeffrey Epstein lui-même, et toute la famille de Robert Maxwell, de Ghislaine Maxwell est française, que Ghislaine Maxwell est certainement réfugiée en Dordogne dans le Périgord. Que l'architecte d'intérieur de toutes les structures d'Epstein est Alberto Pinto, qui est un architecte d'intérieur qui, par exemple, a fait la décoration de l'Élysée, pour vous situer. Enfin, des exemples comme ça, je pourrais en citer plein. Donc la presse française est en train de s'effondrer, et toutes ces structures vont s'effondrer. Alors c'est pour ça, soutenez Faits et Documents qui, lui, ne va pas s'effondrer grâce à ses informations exclusives et grâce à son indépendance. Et je vous donne rendez-vous dans les pages de Faits et Documents. À très vite. Au revoir.